Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur l'enseignement explicite. Je suis ravi de l'organiser. C'est le premier webinaire d'une longue série que nous comptons organiser à partir de maintenant tous les mois. Je suis Jean Nemo, directeur général de la librairie des écoles, fervent militant pour la pédagogie explicite et importateur de la méthode de Singapour, qui est un exemple en mathématiques de l'enseignement explicite. Sans plus tarder, je vais partager la présentation. Hem, qui, ce mois-ci, s'intitule «Les 10 secrets de la pédagogie explicite». Bienvenue à tous. Alors, la pédagogie explicite, qu'est-ce que c'est? On en entend beaucoup parler. Le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, encore, la semaine dernière, a, exprimé le souhait qu'elle soit utilisée, de manière générale dans toutes, les écoles primaires, de France. Et c'est très important de comprendre ce que c'est et ce que ce n'est pas. D'abord, qu'est-ce que c'est? C'est une synthèse des pratiques les plus efficaces en éducation. C'est pas, une méthode miracle, c'est pas un théoricien de l'éducation, ce n'est pas comme, Maria Montessori ou Piaget ou Jérôme Brunner qui sont des pédagogues qui ont fait des recherches. C'est a posteriori une observation de ce que les professeurs pratiquent dans les classes et ce que les professeurs qui ont obtenu les meilleurs résultats tout particulièrement, ont fait dans leur classe. Et les chercheurs, de terrain ont, réussi à dégager des invariants et c'est ces invariants, ces bonnes pratiques, qui, définissent la pédagogie explicite. Alors, le principe général, il est, assez simple en réalité, c'est que on va décomposer chaque notion en exercices simples. Pour faire accéder à la conscience des élèves des activités qu'ils font sans y réfléchir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous devez enseigner, la rédaction, quand vous devez enseigner la compréhension écrite, quand vous devez enseigner la résolution de problèmes, ce sont des savoirs complexes et la pédagogie explicite va consister à décomposer en micro-tâches, progressives ces apprentissages complexes sur un temps long, de manière à ce que chaque tâche soit accessible à tous les élèves et que tous les élèves soient toujours en situation de réussite. Et au fur et à mesure qu'ils vont acquérir ces compétences de base, ils vont évidemment les enrichir, les mettre en lien, les réviser et pourra les appliquer dans des situations nouvelles. Attention, la pédagogie explicite, ce n'est pas un cours magistral dans lequel le professeur parle à des élèves passifs. C'est parfois la caricature qu'on entend. Mais ce n'est pas non plus, à l'inverse, des activités de découverte, dans lesquelles les élèves apprennent par eux-mêmes. Et qui est, pourtant une certitude largement partagée dans l'éducation nationale de nos jours. Je tiens à vous le préciser, beaucoup de choses, j'espère pas trop de choses, mais pas mal de choses que je vais vous dire aujourd'hui risquent de, chambouler, votre vision des choses. Mais vous allez aussi retrouver beaucoup de choses que vous faites déjà dans vos classes et l'idée, c'est justement de faire le partage entre ces 2 pratiques, les pratiques efficaces et les pratiques moins efficaces. Alors, je vais commencer par expliquer, hem, un exemple d'étude qui a démontré l'efficacité de la pédagogie explicite. Je cite cet exemple qui date un petit peu, parce qu'il est particulièrement évocateur, mais il y en a eu depuis, des centaines qui sont toutes venues confirmer la même intuition. Le projet Follow Through, c'est un projet qui a été mené aux États-Unis dans les années 70 sur plus de 10 ans et qui a porté sur 352 000 élèves, donc c'est vraiment un projet, très suivi. Le premier projet d'évaluation des pratiques pédagogiques de grande ampleur et en quoi est-ce qu'il consistait? Il consistait à dire: «Bah, on va évaluer les différentes pratiques pédagogiques, pour leur efficacité». Alors évidemment, quand on parle de l'efficacité des pratiques pédagogiques, ça sous-entend que, on a fixé un objectif. Donc on a demandé aux élèves: «Bah, très bien, quel est l'objectif que vous fixez? Et en fonction de cet objectif, est-ce que vous êtes arrivé à vos résultats?» On a rangé ces objectifs en 3 grandes catégories. Les plus modestes, ceux qui disaient: «Bah, nous, on veut se concentrer sur les apprentissages de base, on veut que les élèves sachent, lire, écrire, compter, calculer». Hem, Ceux qui avaient des espérances un petit peu, des objectifs un peu plus élevés, le développement cognitif, à savoir, la résolution de problèmes, la créativité, l'esprit critique.
Et puis, celles qui avaient un objectif pratiquement plus éducatif que pédagogique, qui étaient, les écoles qui se rangeaient pour le développement affectif, qui se fixaient comme objectif donc, la collaboration, la citoyenneté, l'épanouissement, la confiance en soi, hein. Et donc, on a demandé à chaque établissement qui participait à cette étude de fixer leurs propres objectifs, puis on a mesuré les résultats. Et aux surprises, Heu, on aurait pu s'imaginer que chaque école, fixant des objectifs, ait les meilleurs résultats dans ces catégories d'objectifs. Or, qu'est-ce qui se passe? Quand vous voyez tout à droite de ce graphique, qui, excuse-moi, est en anglais, on se rend compte que ceux Open Education qui se focalisaient sur l'épanouissement et la confiance en soi, non seulement avaient les moins bons résultats en apprentissage de base, que vous voyez en rouge, non seulement avaient les moins bons résultats en développement cognitif, que vous voyez en bleu, mais avaient également de très mauvais résultats en confiance en soi. Heu, il y aurait donc une corrélation entre ces 3 domaines: apprentissage de base, développement cognitif et développement affectif. Et vous voyez tout à gauche, les classes qui pratiquaient l'enseignement explicite, son autre nom, c'est le direct instruction, avaient évidemment les meilleurs résultats en apprentissage de base, c'est normal, c'était l'objectif qui s'était fixé, mais avaient également les meilleurs résultats en résolution de problèmes, en créativité et également les meilleurs, résultats en estime de soi, en confiance de soi, en collaboration. Donc vous voyez, et ça c'est très important de le comprendre, que si vous fixez des objectifs modestes à vos apprentissages, les enfants vont savoir lire, écrire, compter, calculer. Les élèves vont toujours être en situation de réussite premièrement, et donc ils vont avoir confiance en eux et ils vont aimer aller à l'école. Et troisièmement, ils vont également, acquérir un savoir-faire expert au fur et à mesure du temps, qui va leur permettre d'avoir, des compétences plus élevées, comme la résolution de problèmes, l'esprit critique ou la compréhension de texte ou l'écriture et cetera. Depuis, il y a eu les travaux de John Hattie. Alors je vais vous présenter brièvement cette échelle que vous connaissez peut-être et qui est très importante. John Hattie, c'est un chercheur néo-zélandais qui a, compilé, des dizaines de milliers d'études sur l'efficacité de l'enseignement, qui a compilé des méta-analyses qui elles-mêmes étaient des compilations de ces études et qui a fait une méga-analyse, heu heu, compilant en fait, en gros, tous les invariants qui permettent de savoir qu'est-ce que c'est qu'un enseignement efficace. Et ça lui a permis de ranger sur une échelle, que vous voyez ici, l'efficacité de l'enseignement. Quand vous voyez à gauche la zone rouge, ça veut dire que c'est un effet négatif. Par exemple, ça peut être les grandes vacances. Pendant les grandes vacances, les élèves, pendant 2 mois, ne vont pas travailler, donc ils vont oublier des choses. Donc les grandes vacances ont un effet négatif sur l'efficacité de l'enseignement. Quand vous êtes sur la zone jaune, entre 0 et 0,1, ça veut dire que, bah, c'est comme si vous ne faisiez rien. En fait, le simple fait que les élèves se lèvent le matin, et rentrent dans la salle de classe, vous pouvez ne rien faire. Il y aura quand même un effet, légèrement positif, mais très faible. Là où ça devient intéressant, c'est que dans la zone orange, vous avez l'effet prof, l'effet professeur. Ça veut dire que quelle que soit la pratique pédagogique que vous mettez en place, vous allez avoir un effet positif, c'est une bonne nouvelle. Mais la question qui va se poser, c'est comment est-ce qu'on passe de la zone orange à la zone bleue? Sous-entendu, est-ce que ce que j'ai mis en place valait la peine? Est-ce que l'heure que j'ai passée, je ne sais pas moi, à montrer un film aux élèves, en anglais pour leur apprendre l'anglais, heu, cette heure-là aurait pu être mieux utilisée pour autre chose? Donc, dans cette zone orange, on va trouver toutes les pratiques, et je vous encourage à explorer les travaux de John Hattie, qui vous semblent positives, mais qui sont à mettre au regard d'autres pratiques qui pourraient être plus positives. Dans cette zone orange, on va trouver la classe inversée, on va trouver, les tablettes, on va trouver, le travail, en groupe, on va trouver plein de choses. Et je reviens juste un petit peu en arrière. Sur la zone bleue, on va trouver, sinon je ne vous aurais pas présenté ce tableau, on va trouver évidemment beaucoup des, principes de la pédagogie explicite, que je vais, vous détailler dans les slides qui vont venir
et vous allez voir que dans les slides qui vont venir, je mettrai JH 2 points et 0, quelque chose, et ça correspond effectivement à la note que John Hattie a attribuée à ces différentes pratiques, au regard des statistiques qu'il a pu, élaborer. La conclusion à laquelle arrive John Hattie, après toutes ses recherches, c'est: «Je suis un agent du changement et je crois fermement que tous les élèves peuvent progresser». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un professeur efficace, c'est celui qui a cet état d'esprit-là. C'est celui qui a cette philosophie-là. Vous êtes professeur parce que vous êtes intimement persuadé au fond de vous-même que les élèves ont tous besoin de votre enseignement et peuvent tous progresser grâce à votre aide. La bonne nouvelle, c'est que c'est vrai. C'est-à-dire, il y a aucun effet plus puissant dans l'éducation d'un enfant que la qualité de son école ou la qualité de son professeur. Heu, donc le professeur qui a cet état d'esprit va, avoir les résultats les plus efficaces, dans sa classe en termes de résultats sur ses élèves. Je crois fermement que tous les élèves peuvent progresser. Donc, je vais vous présenter les différents secrets, comme promis, sur la pédagogie explicite. Les 3 premiers secrets concernent le contenu même de votre apprentissage, à savoir comment est-ce que vous allez, sélectionner les le contenu que vous enseignez aux élèves. Premièrement, vous allez, comme je l'ai dit, c'est vraiment le premier des principes, le premier des secrets, aller du simple au complexe. Chaque notion est divisée en petits savoirs enseignés progressivement pour garantir la réussite. Je le redis, on pense souvent que c'est ceux qui sont motivés, ceux qui ont confiance en eux, qui réussissent le mieux. C'est exactement l'inverse. C'est ceux qui réussissent le mieux qui ont confiance en eux. Faut pas confondre les choses. Donc ce que vous voulez obtenir dans votre classe, ce sont des élèves qui, sont en situation de réussite, car cette situation de réussite va provoquer du plaisir, le fameux frisson cognitif dont j'aime parler. Et vous n'aurez plus besoin d'essayer de les motiver, ils seront motivés par le contenu en lui-même. Ils vont aimer les mathématiques, ils vont aimer écrire, ils vont aimer la poésie, ils vont aimer l'histoire. Deuxième secret, privilégier l'essentiel contre le superflu. Alors ça peut pas sembler évident, il n'y a pas que des choses très originales dans ma présentation, j'en suis désolé, mais je précise un petit peu. Premièrement, ça c'est ce qui est vrai dans la pédagogie de Maria Montessori, pour ceux d'entre vous qui la connaissent. Chaque exercice correspond à un objectif particulier et à un seul. Quand vous voulez enseigner le pluriel des noms communs, vous commencez d'abord par la règle générale. Quand vous introduisez une exception, le pluriel en X, vous, y consacrez un exercice spécifique. Vous prévoyez à chaque fois de, ne fixer qu'un seul objectif didactique, parce que si vous avez un mauvais équilibrage entre les nombres de notions nouvelles et le nombre de notions déjà connues, entre les différentes, consignes qui sont, exigées dans l'exercice à des élèves trop jeunes, eh bien, vous risquez évidemment d'avoir une surcharge cognitive et des élèves qui sont perdus. L'essentiel contre le superflu, ça veut dire aussi que, par exemple, si on décide d'enseigner aux élèves, par le jeu, c'est bien, notamment, en maternelle, ou d'enseigner par le jeu. Alors évidemment, il y a plein de sortes de jeux différents qui sont plus ou moins riches et en lien avec l'objectif didactique que vous avez fixé à la leçon. Si les règles du jeu, sont trop compliquées, il faut, que les élèves jouent, dans le sens des aiguilles d'une montre, il faut qu'ils jouent au dé et puis il y a des pièges et puis il y a des exceptions et puis il y a des règles. En fait, ils vont plus être focalisés sur les règles du jeu que sur l'objectif d'apprentissage qui était le prétexte, enfin, dont le jeu était le prétexte. Donc tout ce qui quand vous choisissez une séance, quand vous choisissez un exercice, quand vous choisissez une activité, posez-vous toujours la question: «Est-ce que c'est vraiment essentiel? Est-ce que c'est la première brique de mon apprentissage?» Troisième secret qui concerne toujours le contenu, c'est, pour ceux d'entre vous qui sont familiers avec la méthode de Singapour, ce qu'on appelle la pédagogie de la maîtrise. C'est que, on va encourager enfin, on va enseigner les notions sur un temps long. Plutôt que de papillonner, on va dire, et d'aller pour
promouvoir la variété, on pense qu'il faut varier les activités, varier les domaines. Ah, le lundi, on va faire de la géométrie, le mardi, on va faire de la numération, et cetera. Il vaut mieux aborder une notion à fond, sur un temps long, par exemple les additions et les soustractions pendant 3 semaines, hem, ou le nom commun, pendant 2 semaines, pour que les élèves les maîtrisent entièrement avant de passer à la notion suivante. C'est ça qui est frappant, hein, dans les sommaires des manuels de pédagogie explicite, c'est qu'on a un enseignement, notionnel, qui peut parfois troubler, les, professeurs qui n'y sont pas habitués et pourtant, c'est absolument essentiel. Si vous voulez, c'est Jérôme Brunner qui avait, théorisé cette notion de pédagogie de la maîtrise, en disant que si on enseignait une notion suffisamment long, tous les élèves finissaient par la maîtriser et à partir du moment où on la maîtrise, alors évidemment, on va la réviser et j'y reviendrai tout à l'heure, mais on n'a pas besoin d'y revenir, aussi régulièrement qu'on veut. À partir du moment où elle est maîtrisée entièrement, on va espacer les entraînements. Maintenant, 3 nouveaux secrets pour le professeur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est les secrets pour vous. Alors, ça va être on va rentrer dans la séance, hein, on n'est plus sur le contenu, mais on est vraiment sur la séance de classe. Vous ouvrez évidemment la séance en précisant aux élèves l'objectif. Préciser l'objectif, ça veut dire, non seulement rappeler ce qu'on a fait la veille, heu, rapp expliquer en quoi la leçon du jour est en lien avec la leçon qui a été faite la veille. Troisièmement, dire à la fin de la leçon que ce que les élèves sauront de nouveau. Et puis pourquoi on fait ça? À quoi ça va servir? C'est un moment clé de la séance que je vous encourage d'ailleurs à ritualiser, à théâtraliser pour que les élèves soient entièrement concentrés sur les objectifs d'apprentissage et que les objectifs soient clairement définis. Ensuite, le deuxième secret, en tant que professeur, c'est jouer votre rôle de modèle. C'est quoi la pédagogie explicite? C'est une pédagogie où vous montrez aux élèves comment vous faites. Vous leur transmettez votre connaissance, vous leur transmettez votre compétence. Vous faites un exercice, vous résolvez un exercice devant eux en vous posant les questions que vous vous posez naturellement, mais cette fois-ci, vous vous les posez à voix haute. Vous mettez un haut-parleur sur votre pensée et en montrant comment faire aux élèves, vous allez modéliser. Les Québécois utilisent l'expression de modelage. Vous allez jouer votre rôle de modèle, c'est-à-dire que les, élèves vont ensuite, heu, se servir des mots de vocabulaire que vous allez utiliser, vont se servir des étapes, et de la stratégie que vous avez utilisée, vont se poser les questions que vous vous posez et eux-mêmes, à leur tour, mettront un haut-parleur sur leurs pensées quand ils réfléchiront devant. Donc la pédagogie explicite, c'est une pédagogie du modèle avec donc notamment, enfin logiquement, beaucoup de problèmes résolus. Petite précision d'ailleurs, un problème résolu, ça veut dire que c'est pas un cours magistral du tout. C'est pas une série de définitions, un cours, abstrait, c'est vraiment du comment faire. On est dans le concret. Et c'est très court, la phase qu'on appelle de modelage ou de présentation. Cette phase-là, je vais y revenir tout à l'heure, elle dure à peine 5 minutes. Troisième conseil, troisième secret pour les professeurs, il faut que l'apprentissage soit visible. C'est-à-dire qu'il faut que vous vous mettiez en situation de voir vos élèves travailler, de voir vos élèves progresser, de voir vos élèves, de voir parmi vos élèves ceux qui ont besoin d'une précision. Donc regardez attentivement, écoutez attentivement et ajustez votre leçon en fonction des élèves. Mais vous allez voir qu'il y a des techniques pour ça, que je vais partager avec vous. Ensuite, je vais aborder les secrets pour la classe. Le secret pour la classe, c'est vous avez fait votre, exercice devant les élèves, vous avez clairement annoncé les objectifs, vous avez fait en sorte que, vous puissiez vous adapter au niveau de vos élèves. Maintenant, on arrive sur la pratique guidée. La pratique guidée, ça veut dire que vous venez juste de faire un exercice modèle, ensuite vous posez la question aux élèves, vous leur demandez de faire le même exercice. Ensuite, vous allez leur demander de faire un deuxième exercice juste un peu plus compliqué. Ensuite, vous allez, faire un troisième exercice qui abordera un aspect particulier de la leçon. Et là, vous allez faire de la rétroaction immédiate, du feedback immédiat. Ça veut dire que vous allez
toujours poser des questions, énormément de questions. On va dire ceux qui sont les plus radicaux dans l'enseignement explicite disent qu'il faut poser de 3 à 5 questions par minute. Donc vous voyez, c'est vraiment et quand on parle de pédagogie explicite, on parle vraiment d'une pédagogie très bavarde, dans le dialogue. Parce que on sait tous qu'un élève qui a fait une erreur, plus l'erreur a mis de temps à être corrigée, plus elle sera difficile à corriger. Si vous corrigez les cahiers d'exercices le lendemain, ça va être même si vous insistez sur le fait que l'élève a fait une faute d'orthographe, a fait une faute de calcul, a fait une faute de raisonnement, l'élève, il y a ce qu'on appelle la rémanence de l'erreur. L'élève va continuer à croire faire comme, à garder la mauvaise habitude qu'il a prise par lui-même. Alors que si vous corrigez immédiatement, vous évitez ce phénomène. Il ne faut pas avoir peur de corriger les erreurs. On dit souvent, et à juste titre, que c'est très important de faire des erreurs, qu'on ne réussit à apprendre qu'en faisant des erreurs, on ne réussit à comprendre qu'en faisant des erreurs, que les plus grands scientifiques font tout le temps des erreurs. Bien sûr, c'est vrai et c'est à 200 vrai, mais à condition qu'on sache que c'est une erreur, hein. Il faut que les élèves sachent que c'est une erreur pour pouvoir apprendre de l'erreur. Deuxième hem, secret, pour la classe, garder un rythme soutenu. Ça veut dire quoi un rythme soutenu? Ça veut dire que tous les élèves participent. Vous pouvez leur dire à vos élèves: «Apprendre, ce n'est pas un sport de spectateurs» et vous allez donc, poser 3 à 5 questions par minute. Vous allez pas, autoriser les élèves à lever, la main, pour donner la réponse. Là, tous les élèves participent, ça veut dire que vous interrogez des élèves qui sont non volontaires. Vous commencez par un questionnement collectif et puis ensuite vous interrogez individuellement des élèves non volontaires. Comme ça, ils sont tous l'attention en éveil et la phase de pratique autonome à laquelle on va revenir, celle, qui est nécessaire pour que les élèves s'entraînent par eux-mêmes et qui va, occuper des plages de temps de plus en plus longues au fur et à mesure que les élèves, montent, en classe, CM1, CM2 et cetera. Ces plages de vide, évitez-les si elles ne sont pas inutiles parce que si vous laissez du vide, bah, les élèves le remplissent. Ils se mettent à bavarder, ils se distraient et ils ne se focalisent pas sur la tâche que vous avez sélectionnée pour eux. Et neuvième secret, si vous avez bien compté, ça fait 3 fois 3. Neuvième secret, s'entraîner, s'entraîner. Il y a 3 sortes d'exercices, hein, et vous voyez que j'ai mis en face à chaque fois l'efficacité de John, du visible learning, heu, proposé par John Hattie. C'est premièrement les exercices ciblés. Ça veut dire quoi les exercices ciblés? Ça veut dire que vous avez, vous venez juste de faire, la présentation d'un exercice résolu. C'est cet exercice-là que les élèves, vont faire ensuite et si vous introduisez un nouvel exercice, vous allez expliciter la spécificité de chaque nouvel exercice. En quoi il est différent? Pour que les élèves se concentrent sur le petit micro-yème de choses nouvelles, de difficultés supplémentaires à laquelle ils vont devoir s'appliquer. Et vous voyez l'efficacité, hein, 0,79, c'est très proche de 1, donc c'est vraiment parmi les pratiques pédagogiques les plus efficaces. Ce sont les exercices ciblés ou tout simplement ce qu'on appelle les exercices d'application, mais les exercices d'application où on a attiré l'attention des élèves sur une difficulté spécifique. Ensuite, il y a la réactivation. La réactivation, ça veut dire que à chaque nouvelle séance ou à chaque début d'unité ou en fonction de la temporalité que vous avez déterminée, ou qui est déterminé dans la progression du manuel. Vous allez non pas faire un rappel de cours, mais vous allez vous-même demander aux élèves de réactiver leurs connaissances. Faire poser des questions, demander des exercices, des rituels qui vont permettre aux élèves de réactiver les connaissances, régulièrement, avant de se concentrer sur une notion nouvelle. Et puis évidemment, il y a la révision. Alors selon les conseils de Barak Rosenschein, qui a, aidé à formaliser la pédagogie explicite, il faut une séance de révision par semaine et une autre séance de révision plus large, une fois par mois. C'est donc les entraînements, espacés. Maintenant, on va rentrer dans la séance idéale de pédagogie explicite. Heu, vous avez la présentation,
de la notion. Je précise ici que j'ai distingué 2 séances idéales, une pour le cycle 2, une pour le cycle 3. Ça peut paraître, arbitraire et évidemment, il y a des zones, de porosité entre les niveaux et en fonction du niveau des élèves, mais vous allez comprendre pourquoi. Vous avez d'abord la présentation. Qu'est-ce que nous allons faire? Et c'est à ce moment-là qu'on réactive les connaissances antérieures, c'est à ce moment-là, on explique l'objectif de la séance, c'est à ce moment-là qu'on explique pourquoi cette nouvelle notion, cette nouvelle compétence va être utile. Qu'allons-nous faire? Et là, c'est un contrat de confiance que vous passez avec vos élèves. À la fin de la séance, voici ce que vous saurez de nouveau. Ensuite, la modélisation. Pendant 5 minutes, vous allez faire un exercice résolu devant les élèves. Et là, c'est l'exercice modèle. Dans la méthode de Singapour, c'est l'encadré j'observe. Donc c'est un exercice qui peut être de la manipulation, qui peut être, un exercice résolu, qui peut être même un exercice oral, mais vous parlez avec un haut-parleur sur votre pensée. Et ensuite, vous allez rentrer sur la phase de pratique guidée. La pratique guidée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les classes de pédagogie explicite, tout le monde travaille en même temps, c'est-à-dire que les réponses sont des réponses chorales, tout le monde répond à l'unisson, soit à l'oral, c'est ce qu'on préconise plutôt, sur les petites classes, soit au fur et à mesure que les élèves commencent à maîtriser, l'écriture, sur des ardoises. L'ardoise est un outil extrêmement utile pour que vous puissiez, rendre visible à vos yeux les progrès, la compréhension, de chacun de vos élèves individuellement. Donc nous faisons tous ensemble, ensuite cet exercice. Quatrième étape, chacun fait seul. Chacun fait seul un exercice miroir de l'exercice de pratique guidée qui lui-même est un exercice miroir de la modélisation. Pourquoi est-ce que j'ai fait des allers-retours entre la pratique guidée et la pratique autonome? Pratique guidée 7 minutes, pratique autonome 3 minutes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est au CP, CE1, CE2, on va avoir beaucoup de pratiques orales et le fait d'interroger un élève individuellement, un élève non volontaire qui n'a pas levé le doigt, bah, c'est de la pratique autonome finalement, puisqu'à ce moment-là, l'élève est seul à devoir répondre à la question. Donc, même dans une pratique collective, même dans une pratique, en grand groupe, en moyen groupe, en petit groupe, si un élève est amené à répondre tout seul, c'est ce qu'on appelle la pratique autonome. Et dans ces cas-là, nous, ce qu'on suggère, c'est que vous faites un exercice de pratique guidée, puis un exercice de pratique autonome, le deuxième exercice de pratique guidée, le deuxième exercice de pratique autonome, le troisième exercice de pratique guidée, le troisième exercice de pratique autonome, et cetera, et cetera. Et vous voyez que le rythme est très soutenu, puisque c'est à chaque fois, à la minute près. Et enfin, il ne faut pas oublier, c'est très important, le moment où dans la classe, on ferme les fichiers, on ferme les cahiers, la table est vide et à ce moment-là, qu'est-ce que nous avons fait? Et est-ce que nous allons récapituler et ce que nous avons fait, est-ce que c'est conforme aux objectifs que nous nous étions fixés au début de la séance? Au cycle 3, on va retrouver évidemment la même structure, mais la structure va changer légèrement, puisque les élèves sont plus mûrs, que les tâches sont plus complexes, elles sont plus longues. Donc on suggère, mais ce n'est pas une règle absolue. D'ailleurs, j'ai l'air très sûr de moi dans tout ce que je vous dis, mais évidemment tout ça se nuance en fonction du contexte de votre classe. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Là, on a, pareil la phase de présentation, pareil la phase de modélisation, puis on a une grande phase de pratique guidée qui va durer 20 minutes et ensuite 10 minutes de pratique autonome où chaque élève travaille seul sur son fichier. Mais on retrouve bien je fais, nous faisons, tu fais, nous récapitulons. Je précise d'ailleurs ici, parmi les nuances qu'on peut apporter à ce modèle, que dans la pratique guidée, il y a quelque chose qui fonctionne très bien, c'est la pratique réciproque. Ça veut dire que vous avez modélisé un exercice devant les élèves. Comme on est en CM1, CM2, souvent ça peut être un exercice un peu complexe de rédaction, de résolution de problèmes, et cetera. Et là, les élèves peuvent travailler en binôme, en pratique guidée et s'enseigner à eux-mêmes, se justifier à eux-mêmes la démarche que vous venez juste de leur montrer. Et ça, ça a également apporté la preuve de son efficacité. Alors, vous vous dites: «Mais, c'est pourquoi? C'est pour qui? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que moi, professeur des écoles, je suis fait pour cette pédagogie?» C'est une bonne question. Eh bien, tout simplement, c'est pourquoi en fait, c'est pour n'importe quelle discipline. Là, nous, on a une méthode de français qui est une méthode, explicite, mais la méthode de Singapour en mathématiques est une pédagogie explicite également. Toutes les matières peuvent, être appropriées pour la pédagogie explicite. Y compris les sciences, hein, pourtant dont on a dit beaucoup les sciences qu'il fallait d'abord faire des expériences. Non, non, c'est mieux d'avoir des connaissances
avant de faire des expériences. C'est vrai aussi, je le précise, pour, des, des domaines, un peu transverses dans votre classe, qui vont plutôt être de la méthode, on va dire, ou de la méthodologie. Par exemple, comment travailler en binôme, comment, ranger ses cahiers, comment se ranger dans la cour. Tout ça, ce sont des compétences qui peuvent être, a enseignées selon cette, pédagogie en 3 temps. Je fais devant vous, nous faisons tous ensemble, vous faites chacun seul. Pour quels élèves? Et ça, les études, sur cette pédagogie, sont très claires, c'est pour tous les élèves. Ça peut paraître bizarre, on peut se dire, c'est pour, des élèves qui sont en difficulté puisque c'est très guidé. Mais en réalité, on se rend compte que tous les élèves, bénéficient, de cette pédagogie, tous les élèves progressent. Hem je précise quelque chose sur, les disciplines, heu, sur, l'enseignement des la pédagogie explicite, hem, j'aurais dû le dire dès le début, est particulièrement adaptée aux nouvelles notions, à tout ce qui est nouveau. Comme, je l'ai évoqué tout à l'heure, plus on va monter dans les niveaux, plus on va être dans une phase de révision, de réinvestissement, d'approfondissement et donc toutes, les activités, voilà, d'exploration, d'expérimentation, de découverte vont être de plus en plus possibles. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il est contre-productif de faire des phases de découverte avant que les élèves aient acquis les compétences, les notions de base, les compétences de base. Donc vraiment, la pédagogie explicite, c'est fait pour les nouvelles notions. Et enfin, pour quel professeur? Eh ben, pour vous tous, j'espère. Mais comme le disait John Hattie, c'est pour ceux d'entre vous qui ont vraiment conscience qu'ils sont les agents du changement. Il faut bien vous rendre compte que vous ne pouvez rien faire, hein, pour, vos élèves, du point de vue génétique, par définition. Ils ont chacun une intelligence de travail, une mémoire de travail qui est héritée génétiquement, qui peut être plus ou moins, profonde. Certains vont pouvoir retenir, spontanément 5 nouveaux éléments, d'autres 6, d'autres 7, d'autres 8, d'autres 9, et ça, vous pourrez rien y faire. Mais là où vous pouvez jouer un rôle déterminant, sur la réussite de vos élèves, c'est sur la culture générale. Ce sont les connaissances qui, elles, sont infinies. Et les élèves qui acquièrent des connaissances nombreuses, comme ils finissent par les mettre en relation entre eux, finissent par, dépasser en compétences et en réussite, y compris les plus doués des élèves. Donc l'effet professeur, le rôle que vous jouez est absolument déterminant. Je prends un exemple ici sur la méthode de Singapour. Nous allons retrouver les étapes de la pédagogie explicite sur les manuels. Donc, vous avez la phase de modelage. Vous remarquerez sur, la méthode de Singapour qu'on a toujours un encadré «j'observe», pas toujours d'ailleurs, hein, mais la plupart du temps, on a un encadré «j'observe» qui commence la séance. En réalité, c'est avant même d'avoir ouvert le fichier. Cet exercice-là que vous voyez, il a été fait par vous au tableau. Alors avec un autre exemple, mais vous aurez dessiné vous aussi une frite numérique au tableau, vous vous serez posé cette question, vous aurez résolu le problème devant les élèves en mettant un haut-parleur sur votre pensée, en décomposant toutes les étapes de votre raisonnement. Ensuite, la phase de pratique guidée, ce sont les exercices du fichier de pratique guidée dans la méthode de Singapour. Et vous voyez bien que le premier exercice est l'exact miroir du j'observe dans une situation nouvelle. Que dans le deuxième exercice, on va, avoir une systématisation, du principe et on va avoir ainsi des exercices 1, 2, 3, 4 de plus en plus compliqués et dans cette pratique collective, c'est important de garder le principe de la réponse chorale. Tout le monde répond en même temps. Les élèves se sentent faire partie d'un collectif et on pourrait croire que, bah, du coup, ils ont moins besoin de réfléchir parce qu'ils se laissent porter par les autres, mais ce n'est pas ça qui se passe. C'est l'inverse qui se passerait si vous ne posiez la question qu'à des élèves volontaires. Là, les élèves silencieux resteront silencieux et c'est là où vous allez créer de l'hétérogénéité dans votre classe. La réponse chorale va permettre aux élèves d'être constamment, attentifs.
Et comme je le disais tout à l'heure, plus vous montez dans les niveaux, plus vous pouvez utiliser les ardoises qui vous permettent de monitorer, de surveiller les progrès individuels et vous prenez une note mentale: «Ah tiens, lui, il va avoir besoin d'une petite aide ensuite». Hem Et cette pratique guidée, hein, qui est vraiment le cœur de la séance, où vous allez faire les corrections immédiates, en laissant le moins de temps possible entre la réalisation de l'exercice et sa correction. Et vous allez encourager les élèves à mettre à leur tour un haut-parleur sur leurs pensées pour justifier leurs, réponses. Et puis la pratique autonome dans la méthode de Singapour, c'est le, fichier, d'exercice où chaque élève, fait des exercices, comme son nom l'indique, de manière autonome. Mais attention, c'est à chaque séance. Et attention aussi, ce sont des exercices miroirs de la pratique guidée. Il n'y a pas d'exercice, atypique, sans quoi vous allez mettre des élèves dans des difficultés qu'ils ne pourront pas surmonter. Je dis ça évidemment, je ne suis pas dans le cadre de la différenciation, hein, ici, je suis dans le cadre de la séance de pédagogie explicite qui concerne tous les élèves. Évidemment, vous êtes amenés, ensuite à pratiquer la différenciation selon votre degré et selon votre progression et selon, la réalité de votre classe. Enfin, l'objectivation. Nous récapitulons. Alors nous, on l'a mis sur le guide pédagogique. C'est un petit encadré en bas de page à droite, synthèse de la séance. En cycle 2, nous, on suggère, que cette, objectivation se fasse à l'oral. On ferme les cahiers, on n'a pas de support, on a peut-être une image comme support et à ce moment-là, on fait une synthèse orale. Mais au cycle 3, c'est bien d'entraîner les élèves à faire leurs propres, traces écrites, et d'avoir un cahier, de cours qui vient en supplément, des fichiers de pratique guidée et des fichiers de pratique autonome. Mais ceux d'entre vous qui ont bien compté se disent: «Mais j'ai été arnaqué, on m'avait promis 10 secrets de la pédagogie explicite, il n'y en avait que 9». Le 10e secret, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant, c'est la confiance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, hem, dans tout ce que je vous ai décrit, vous avez, la, mmh, le sentiment bien sûr que, vous êtes c'est un enseignement extrêmement guidé, où le professeur est extrêmement présent, où on parle beaucoup, où il y a une relation, active, permanente entre les élèves et les professeurs et si vous l'essayez, vous verrez, vous ne le regretterez pas parce que, les élèves le sentent. Que je l'ai exprimé tout à l'heure, ils font partie d'un collectif et donc les petits conseils de base, hein, que je suis sûr vous appliquez déjà dans votre classe, c'est connectez-vous avec vos élèves. Chaque matin, heu, regardez-les dans les yeux avec un sourire, évidemment. Dites-leur à tous bonjour. Faites une connexion avec eux et puis passez un contrat avec eux. Heu, Faites-leur des promesses que vous tenez. Heu Suivez des rituels que vous respectez. Rassurez-les en permanence, parce que plus vous avez de rituels, plus vous avez d'habitudes, plus vous avez de comment dire? De pratiques qui sont dans lesquelles les élèves, heu sur lesquelles les élèves peuvent se reposer, plus ils seront en confiance, d'une part et d'autre part, plus ils pourront se concentrer sur ce qu'il y a de nouveau, à savoir juste l'objectif didactique du jour, l'objectif didactique de la séance. Plus l'environnement est stable, plus on peut voir surgir de la nouveauté et dans le même ordre d'idée, prévoyez. Si vous prévoyez qu'il va y avoir une perturbation dans le cours, ou, qu'il y aura une notion qui sera particulièrement difficile, et ben, anticipez. Donc instaurer une relation de confiance réciproque avec les élèves. Vous voyez que John Hattie, il note la confiance 0,72, ce qui est gigantesque et le dernier, la cerise sur le gâteau, c'est soyez un professeur crédible. C'est la une des notes les plus élevées qu'on puisse imaginer dans l'efficacité de l'enseignement, c'est que les élèves aient confiance en vous parce qu'ils savent que vous avez passé un contrat, que vous allez tenir vos promesses et vos engagements. J'arrête cette présentation. Je vous encourage à commencer tôt, à commencer maintenant, à ne pas, délayer le moment où vous allez mettre en pratique, cette, pédagogie. Parce que évidemment, tout ce que je vous ai dit, ce sont des mots, ce sont des principes, ce sont des théories. Vous pouvez ne pas me croire, et je ne vous demande pas de me croire sur parole. Donc commencez dès maintenant, faites des tests, des petits tests sur des petites séances, simples et à mettre en œuvre, et vous verrez immédiatement le résultat et ce sera la meilleure façon d'en être convaincu par vous-même. Hem, je vous signale, avant de passer aux questions, si vous en avez,
que, nous avons lancé un organisme de formation professionnelle à l'intention des professeurs des écoles. Cet organisme est certifié Qualiopi, donc il est éligible au financement par vos opérateurs de compétences. Nous avons pratiquement une dizaine de formateurs à la méthode de Singapour maintenant qui peuvent se déployer pour répondre à vos besoins de formation. Donc allez nous voir sur le site, de la librairie des écoles ou sur, Edinovo, librairie des écoles. Je laisse à votre disposition une bibliographie. Donc j'ai parlé tout à l'heure de Barack Rosenshine. Il y a, Steve Bissonnette, Mario Richard, Clermont Gauthier qui sont des précurseurs, hein, dans la pédagogie explicite, et je vous encourage vivement à aller voir les conférences de Steve Bissonnette, sur YouTube. Vous y retrouverez beaucoup de ce que je vous ai dit. Et puis j'ai cité beaucoup de John Hattie et vous avez le chercheur français Pascal Bressou, qu'il est très intéressant de suivre pour vous convaincre vous-même de la que ces, pratiques de classe qui sont héritées de la tradition, qui sont, pas quelque chose sorti d'un laboratoire, mais quelque chose qui a été éprouvé par l'expérience, pour vous convaincre vous-même, des que leur efficacité repose sur des données probantes. Je vous remercie à tous pour votre attention, et je me tiens à votre disposition entièrement pour, répondre à vos questions. Évidemment, suite aux nouvelles aux annonces du ministre de l'Éducation Gabriel Attal, j'ai été agréablement surpris de voir que non seulement la pédagogie explicite, mais aussi la méthode de Singapour, étaient enfin reconnues pour leur valeur et pour leur efficacité. Je suppose que pour beaucoup d'entre vous, ça, va représenter un certain nombre de défis, de questions. Donc nous, on est à votre entière disposition pour y répondre. Encore une fois, ça fait 15 ans, que nous éditons la méthode de Singapour, 7 ans que nous avons lancé la collection, Pédagogie explicite. Et donc nos auteurs, nos formateurs, moi-même, avons acquis une certaine expertise, sur ces pédagogies. Hem je Comme je l'ai dit au début, c'est le premier webinaire, on va dire le dernier webinaire de l'année 2023, mais c'est aussi le premier webinaire de l'année 2024. Hem, je Dès demain, nous vous enverrons à tous, un lien vidéo pour avoir l'enregistrement de ce webinaire. Hem, Nous allons également demain ou vendredi vous envoyer une invitation pour un webinaire le mois prochain spécifiquement sur la méthode de Singapour. N'hésitez pas, dans vos commentaires, dans les différents contacts que nous pourrons avoir, à nous faire des suggestions de sujets que vous souhaiteriez que je traite. Encore une fois, avec l'objectif de faire un webinaire court, ciblé, une fois par mois. Je remercie, la personne qui vient juste de dire du bien de la méthode, «Je lis et j'écris avec Salto», et qui l'utilise apparemment, depuis 2016. Heu, à très bientôt donc. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vois qu'on m'a posé également une question sur, la gestion en double niveau. Hem, alors il y a 2 questions, hein. Il y a la question effectivement de la pratique guidée, la pratique autonome. Quand on est en double niveau, enfin, déjà, premièrement, tout ce que je viens de dire sur la pédagogie explicite, n'est pas lié au nombre d'élèves. Vous pouvez, faire de la pédagogie explicite avec un élève. C'est le cas notamment dans la présentation des notions, dans Maria Montessori, la leçon en 3 temps d'Édouard Seguin. C'est une présentation explicite de la notion. Donc vous pouvez le faire avec un élève, vous pouvez le faire avec 5 élèves, vous pouvez le faire avec 15 élèves, vous pouvez le faire avec 30 élèves en fonction de leur maturité. Et en fonction de la complexité de la notion. Maintenant pour le double niveau, il y a effectivement, c'est plus facile de gérer un double niveau sur des classes de CM1, CM2 puisque la phase de pratique autonome, peut vous laisser le temps pendant ce temps-là, heu, de faire travailler les élèves, en enfin de faire la présentation à l'autre groupe d'élèves. Mais ce qui se passe et nous, c'est ce à quoi on va travailler, pour l'année prochaine, c'est de concevoir des méthodes, spécifiquement conçues pour le double niveau. Il est bien que la phase de pratique guidée, soit suivie, par tous les élèves. Imaginons que vous êtes en CE1, CE2, que les élèves de CE2 participent à la phase de pratique guidée du CE1, même si ça rallonge un peu le temps de séance.
et ensuite, pendant que les élèves de CE1 vont passer à la pratique autonome, vous ferez la présentation pour les élèves de CE2. Il y a, heu, comme vous le pouvez l'imaginer, pas de recette miracle. Je sais qu'il y a aujourd'hui pratiquement 50 des classes qui sont en double niveau. Heu, J'aurais tendance à, mmh, à traiter séparément les 2 niveaux, au moins, pour la phase de pratique guidée qui est la phase où l'interaction est la plus importante. On me demande si on peut devenir formateur. Oui, on vient juste de finir un séminaire de formation de formateurs, mais il faut, si vous êtes intéressé, nous envoyer un CV et une lettre de motivation, avoir au moins 5 ans d'expérience, dans une méthode explicite, que ce soit en mathématiques ou en français ou dans une autre matière. Hem, heu je serai attentif à toutes les candidatures et c'est vrai, vous pouvez l'imaginer avec le contexte, on va avoir, de plus en plus de sollicitations donc toutes les bonnes intentions, sont utiles. Hem, il est maintenant 14h45. Je m'étais fixé comme objectif de tenir le timing parfaitement de ce webinaire. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Je vais l'arrêter là, je vais couper là. N'hésitez pas à nous poser des questions et encore une fois, on vous envoie le replay, dès demain. À très bientôt, merci à tous. Au revoir.